Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Brazeau, directeur général de l'École Saint-Joseph à Montréal. Frédéric Brazeau, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher? Ça va super bien, Marius. Merci de l'invitation. Je suis très enchanté de faire ta connaissance en vrai, presque en vrai. Presque en vrai, oui. Fantastique. Merci de prendre de ton temps. Écoute, on est occupé, mais ce matin, on va avoir la chance de te rencontrer puis de peut-être te permettre de partager ta vision du leadership, ton parcours en éducation. On vit quelque chose d'unique, je pense, en éducation présentement. Oh oui. Puis oui. ça va avoir des incidences, je pense, sur le après, parce qu'il y en aura un après, je pense. On le souhaite. Il faut qu'il y ait un après. Mais oui, c'est fantastique. Puis on disait, justement, avant d'entrer en ondes, on se disait, on s'est rencontrés dans Twitter à travers des tweets, des billets de blog. On s'est peut-être croisés dans un couloir en vrai une fois. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que le numérique, ça rapproche les gens, ça nous permet de rencontrer des gens. Puis là, un matin, on se parle. Absolument. C'est le pouvoir des réseaux du numérique. Puis c'est correct, ça existe, mais il n'y a rien de mieux. J'ai bien hâte de revenir à des discussions face à face, en chair et en os. Là. Ouais. Mais bon, dans l'intervalle, on va se parler ce matin puis on va se regarder à l'écran. Yes, absolument. Donc, Frédéric Brazeau, tu es présentement, si je comprends bien, directeur général d'une belle école primaire à Montréal, c'est ça? Oui, exact. Ça fait maintenant 8 ans que je suis le directeur général de l'École Saint-Joseph. Comme je dis souvent devant les parents ou quand je prends la parole là, dans certaines occasions, j'ai le bonheur et le privilège. Pour moi, c'est deux mots importants. Là. Le bonheur parce que c'est tellement plaisant, ce milieu-là. C'est tellement une équipe extraordinaire. Puis le privilège, mais parce que je considère que j'ai été choisi, puis je suis reconnaissant de ça. OK. Oui. Il y en a juste un DG, j'ai une belle équipe de direction, puis j'ai une belle équipe avec les membres du personnel, mais c'est ça, c'est un privilège, puis je pense qu'il faut le reconnaître. Fantastique, absolument. C'est un privilège. On a le privilège de côtoyer des gens, mais on a aussi le privilège de servir parce qu'on est au service d'eux. Puis, tu sais, on parlait de pandémie tantôt, puis tout ça, puis en tant que leader, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. J'ai le goût de te demander, en tant que leader de tout ça, comment tu fais pour peut-être t'occuper de toi-même ou, tu sais, qu'est-ce qui te passionne en dehors du travail pour t'assurer que tu amènes ce niveau de bonheur-là à ton équipe? Écoute, il y a deux choses, puis il y en a une qui me manque énormément depuis le 12 mars l'année dernière. Moi, j'ai besoin de bouger. OK. J'ai jamais été diagnostiqué TDAH, là, mais je le sais que je suis un TDAH. Puis c'est pas négatif, tu sais, Ouais. cette expression-là ou cet acronyme-là, c'est positif, mais il faut canaliser son énergie. Puis moi, je suis un grand sportif. OK. J'ai couru le marathon de Québec. J'ai fait du sport toute ma vie. Puis pour moi, puis mon équipe, les profs ou mon équipe de direction le confirmerait. Là, jusqu'au 12 mars l'année dernière, moi, je partais le midi. J'allais au gym m'entraîner. Je coupais ma journée en deux. Ça me faisait du bien au corps, mais ça me faisait du bien à l'esprit. De sortir de l'école, tu sais, moi, je suis là très tôt. Je suis toujours disponible. Je suis toujours on duty, là, pour prendre une expression. Oui. Puis, c'est ça, le midi, ça me forçait à prendre une pause parce que sinon, je suis capable de rester assis puis dans l'école jusqu'à 6 heures le soir, puis je me réveille, puis je reviens à la maison et je me dis, my God, ça fait 12 heures que je suis parti. Alors, bon, ça, c'est la première réponse pour comment m'occuper de moi-même. Oui. Autre chose, c'est mon mental. J'ai besoin, tu vois, je viens de commencer un deuxième DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées là, au deuxième cycle, dans le champ gauche complètement, au HEC à Montréal, aux hautes études commerciales. Bon,
j'ai pris une option management. Je suis en train de faire un cours de comptabilité. J'ai commencé par un cours au choix dans le programme parce que je voulais. C'est quelque chose qui me passionne, qui m'interpelle parce que ça fait partie de mon quotidien comme directeur général. Oui, j'ai une directrice qui est une perle au niveau des finances, mais j'ai besoin de comprendre, puis je suis toujours en recherche de nouveautés, puis de nouveaux apprentissages. Donc ça me nourrit. Donc je m'occupe de moi. Puis ça me permet après de m'occuper des autres. Parce que, tu sais, je parlais de ma directrice financière, mais dans le management, il y a toute la question du leadership, de la gestion de projet, gestion des enjeux stratégiques, du changement. Ouais. Alors, évidemment, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mon développement professionnel. Alors, Oui. Ben, plus on apprend, plus on a à offrir dans le milieu. Puis, je veux dire, dans un rôle stratégique aussi de directeur général, je veux dire, c'est important d'avoir une bonne vue d'ensemble, justement, planifier, choisir les bons itinéraires pour amener les impacts positifs qu'on veut voir dans notre milieu. Là. Il y a différents leviers, là, tu sais, donc, oui, absolument, je comprends ça. J'imagine aussi, derrière tout ça, derrière cet homme-là qu'est Frédéric Brazeau, il y a peut-être des enfants, une famille. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a de la stabilité depuis très longtemps avec ma conjointe. Moi, j'ai marié la fille avec qui je sortais en secondaire 5. OK. Donc, 32 ans plus tard. On est mariés depuis 22 ans maintenant. OK. Alors, félicitations. Merci. Oui, c'est de nos jours, on peut pas dire un exploit, mais en tout cas, il y en a de moins en moins qui durent toutes ces années dans les couples. Puis on a eu 2 beaux enfants. Un grand qui est maintenant à sa 3e année en technique policière. Donc, il étudie à l'extérieur de l'école. Donc, je le vois peu. OK. Puis depuis la pandémie aussi, évidemment. Puis j'ai un plus jeune qui est au collège encore, là, qui termine son secondaire l'année prochaine. Donc, je suis à une autre étape. Tu sais, j'ai eu des années où il était très jeune, ça demandait beaucoup de temps. J'avais une épouse extraordinaire pour ça, parce que moi, depuis l'âge de 30 ans que je suis à la direction d'école. OK. Alors, mon plus vieux avait 2 ans. Ça a demandé quelques sacrifices, je te dirais, mais c'est un travail d'équipe, nous, notre couple. Donc, chacun nos tâches, chacun nos responsabilités. Puis, c'est ça. Donc, oui, une femme, 2 enfants, puis je suis comblé. Ah, c'est fantastique. Moi, mes enfants finissent le secondaire, sont sur le point 2. Mon garçon finit à la fin de cette année, puis ma fille l'an prochain. Donc, je suis pas loin d'être pratiquement au même endroit où tu te trouves avec tes enfants. Puis justement, à la direction plus jeune, c'est exigeant parce qu'on va être là pour nos enfants aussi, donc de partager les tâches, les responsabilités à la maison. Donc, on pourrait appeler ça l'axe famille. C'est important de s'occuper de ça aussi. On s'occupe de soi, s'occupe de la famille pour être capable de bien gérer ce qui se passe à l'école, c'est clair. C'est clair. L'équilibre. Oui, c'est l'équilibre, ça. c'est la clé place. Dans tout. Oui, il faut faire de la place pour ce qui compte. Puis toi, je veux dire, à un moment donné, tu as choisi de faire de la place pour l'idée de devenir un cadre en éducation. Tu as eu un parcours comme enseignant, j'imagine, quand tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton évolution à apprécier le volet, la dimension leadership en dehors de la salle de classe? Tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce parcours-là? C'est bien que tu précises le leadership en dehors de la salle de classe parce qu'effectivement, comme prof, on est leader, on est en charge de ces groupes d'élèves, puis de notre programme, puis d'un paquet d'autres activités. Là. Tu sais, moi, j'ai organisé des voyages. Bref, en fait, moi, je dis toujours que ça fait très longtemps que j'ai ce désir-là, sans le savoir nécessairement, consciemment. Là. Moi, quand j'étais très jeune, là, on parle de 10 ans, 5e année du primaire, moi, j'ai été grand saisonnier chez les Louveteaux. Je ne sais pas si tu connais le mouvement scout puis la hiérarchie dans le mouvement. Non, je ne connais pas la hiérarchie. OK, je te fais un résumé vite fait. Là, les Louveteaux, là, donc c'est de 9 ans à 12 ans, là, 4e à 6e année. C'est un groupe de jeunes qui est divisé en 6 donc des équipes de 6.
Et chaque sizaine a son cisonnier, donc le chef, entre guillemets, de la sizaine. Ouais. Et il y a un grand cisonnier qui est le chef des chefs des sizaines. Alors moi, après une seule année dans les louveteaux, donc je suis rentré en 4e année. En 5e année, le responsable de la meute, parce que ça s'appelle comme ça, les louveteaux, c'est une meute, m'a nommé grand cisonnier. Alors, c'est comme si j'ai franchi 2 steps d'un coup. OK. Alors, forcément, puis à cet âge-là, tu le réalises pas, puis tu comprends pas trop. Bon, oui, c'est cool, là. Quand tu as 10 ans puis que tu es le grand cisonnier, tu mets pas ça dans ton CV, mais c'est cool pour la reconnaissance par les pairs puis par le groupe. Oui. Donc, c'est ça. Après coup, quand tu recules la cassette, tu dis OK, wow, là, déjà, on avait vu certaines qualités, forcément. Puis moi, j'ai pris goût à ça, de coacher les saisonniers, puis de jouer un rôle de leadership, carrément. Oui. Et bon, de fil en aiguille, après ça, je relis plein d'expériences de vie, plein d'expériences par les études, par les emplois d'été, puis tout ça. Donc, inconsciemment, j'avais ce désir-là d'influencer les choses, d'influencer les gens positivement. J'avais des idées, moi, j'ai toujours eu des idées de projets. La liste, la bucket list, comme tu dis tout le temps, là, est très longue. Très longue. J'espère avoir une vie qui va me permettre de faire passer à travers et cocher. Alors, c'est ça. Moi, j'ai fini mon bac en enseignement. J'ai commencé à travailler. Puis, dès l'été qui a suivi ma première année d'enseignement, je me suis inscrit au DESS en administration de l'éducation parce que je savais qu'à moyen terme, j'allais être appelé à la direction. Donc, j'ai fait 8 ans comme prof. Je me suis promené un peu, prof de sciences au secondaire, chimie physique particulièrement. Puis ça me permet de saluer Joël McLean. En écoutant ton podcast, j'ai découvert qu'on a prof de chimie physique, oui. Puis je pense que lui, c'est 9 ans où lui, il visait 10 ans d'enseignement pour dire OK, là, je pense qu'après 10 ans d'enseignement, je vais être capable d'avoir une certaine crédibilité à la direction d'école. Bien, c'est ça. Moi, à 30 ans, j'ai fait un concours après 8 ans d'enseignement en me disant, bien, je vais aller faire l'entrevue juste pour aller chercher de l'expérience d'entrevue. Dans ma tête, un directeur d'école, c'est un vieux monsieur ou une vieille madame qui a du millage puis qui par son âge puis son expérience a une crédibilité. Puis je me suis fait prendre à mon propre jeu. On m'a donné un poste. Puis c'est ça. De fil en aiguille, j'ai gravi les échelons. Là. Je suis passé par plusieurs écoles. Je dirais 5 écoles, dont 3 primaires, 2 secondaires, pour ensuite faire le saut privé. En fait, revenir au privé. J'étais enseignant dans un collège de Montréal, un collège très réputé. J'avais un poste, là. J'avais tous les avantages, la sécurité d'emploi, mais l'appel, c'est ça. C'est plus fort que tout. Oui, tu le sens. Puis tout ça, ça a commencé dans le fond, là. Si on simplifie, c'est bien plus compliqué que ça, mais si on le simplifie, c'est qu'il y a des adultes chez les louveteaux qui ont identifié des forces chez toi. Puis à un moment donné, tu te dis « Hey, c'est bien vrai, j'ai ça, moi. » Puis ça a comme fait partie de toi à partir de ce moment-là. OK, tu prends conscience de ça, puis là, tu dis « OK, je vais continuer mon parcours, mais je vais continuer de me positionner parce que tu avais goûté à l'idée d'être au service des gens qui ont de l'impact. » Puis ça fait que tu continues dans cette veine-là parce que tu continues d'apprendre. Tu es encore inscrit à un autre DESS. Ça lâche pas. Là, donc, c'est une belle histoire. Vraiment. Y a-tu des... tu sais, je veux dire, dans tout ce parcours-là, il y a des adultes. Puis on va finir par parler de ton blog, L'effet enseignant. Puis tu sais, on parle de leadership en dehors de la salle de classe. Je porte fièrement mon T-shirt « Tout le monde est un leader ». Puis c'est le nom du blog et du podcast. C'est clair que en éducation, le rôle d'enseignant, c'est un poste de leadership. On n'a pas tous les mêmes responsabilités, mais on a tous la responsabilité commune d'avoir un impact sur ces élèves-là. Puis on l'a, cet effet-là. Oh oui. Qui a eu de l'impact sur toi?
qui a aidé Frédéric Brazeau là, dans ce parcours-là à peut-être façonner la personne que tu es présentement, là, puis que ça t'amène à aider d'autres personnes à faire la même chose? Là? Ben, évidemment, clairement, mes parents, c'est deux personnes OK. qui ont eu un impact, qui m'ont façonné, qui m'ont transmis des valeurs. Mais professionnellement, ou avant d'être sur le milieu dans le milieu professionnel, moi, c'est sûr que j'ai eu un parcours scolaire qui m'a grandement influencé. Là. Je le reconnais maintenant a posteriori. Moi, je suis allé dans un collège privé. Tu sais, quand je parlais de mes parents, Oui. évidemment, ils ont fait des sacrifices. Tu sais, c'était pas. Je viens d'une famille très classe moyenne, mais mes parents se sont contraints ou nous ont offert cette chance-là d'aller dans une école bien positionnée, bien réputée, une bonne équipe d'enseignants. Puis, bon. Et dans ce parcours-là, je pourrais vous en parler parce que, bah, tiens, je vais faire la parenthèse. Là. Moi, j'aurais pu être qualifié d'un élève difficile. Ouais. Je sais pas si tu vas. Comme enseignant, on en a tous des références. Là. Ouais. Tu fitais pas dans la boîte, là. Ben, mettons que j'ai eu mes moments difficiles. Moi, je réussissais très bien. Okay. C'était pas ça le problème. Ben, c'est peut-être ça le problème. J'avais trop de temps pour m'occuper à faire autre chose. Alors, ben, c'est ça, tu sais. Puis, on m'a bien guidé dans ce parcours-là. Je me rappelle en secondaire 3 d'un directeur qui, après un épisode difficile, je suis retourné dans son bureau avec mes parents. Okay. Puis, il m'a donné ma chance. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic. Fait que ça, je pense que c'est un moment clé dans ceux qui m'ont influencé. J'ai eu des enseignants, pour moi, que c'était des modèles. On a tous en tête un enseignant qui bon, maintenant que j'ai été enseignant ou que je suis en éducation, tu dis, ce prof-là, là, je voulais être comme lui, puis je pense que j'ai réussi. Je voulais prendre ce qui était bon avec lui, puis le mettre à ma sauce, à ma couleur, à moi. Ouais. Donc ça, pour moi, ça, c'est déterminant dans mon parcours. Tu parles de gens qui m'ont influencé. Là. Au cégep, c'est la même chose. Je me souviens d'un prof de physique. On l'appelait Burn. C'était Bernard. Puis on l'appelait. Les élèves l'appelaient Burn. Il organisait des trucs incroyables pour démontrer des principes physiques en balistique. Il nous a déjà fait lancer une boule il nous a déjà fait construire une rampe pour projeter une boule de quilles sur un vieux téléviseur, puis il fallait viser pour briser l'écran du téléviseur. Tu sais, genre d'affaires, là, tu dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là, on va pas faire ça pour vrai. Mais oui, parce que derrière ça, il y avait des principes physiques. Là, fait que, pour moi, le collège puis le cégep, là, c'est la même bâtisse. Là. J'ai fait 7 ans dans le même moule avec les mêmes gens. Ça a été très déterminant, oui, définitivement. Ah, c'est fantastique. Il y a des gens qui ont été des modèles. Il y a un directeur adjoint qui t'a donné ta chance, ou un directeur. Il y a eu un déclic. À travers tout ça, le déclic, c'est dans le fond, on découvre qui on est, qui on veut pas être, qui on veut être, comment on se voit. Tu sais, dans le fond, on cherche ça. Puis j'ai comme l'impression que comme enseignant, je reconnais dans ce que tu décris, je reconnais un peu mon parcours en enseignement. Je me dis, comme prof, des fois, on cherche. Il y a des journées avec certains élèves à la fin de la journée, il y a un déclic qui se fait qu'on se dit, non, ça, c'est pas le prof que je veux être. Cette journée-là, je veux pas la revivre de même. Ça, c'est le prof que je veux être. Puis là, tu parles dans ton blog de l'effet enseignant. Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment mettre l'accent là-dessus, puis à constater l'effet enseignant? Écoute, ça c'est un autre pan de ma carrière que j'ai
que j'avais inconsciemment en tête et tu parles de déclic, là, qui a été déclenché ou qui s'est révélé alors que j'ai rencontré dans une conférence là, de début d'année, 2 fois plutôt qu'une. Une fois, c'était la commission scolaire, les cadres de la commission scolaire au complet où je travaillais, la journée d'accueil. Puis l'autre fois, ben, je l'avais tellement aimé, ce bonhomme-là, que je l'ai fait venir à mon école pour ma gang, membres du personnel, là, dans une journée d'accueil au mois d'août. C'est Steve Bissonnette, professeur Steve Bissonnette. Oui, oui, Tu connais oui, sur oui, Twitter probablement. Bon, oui, oui. euh, c'est lui qui, dans sa conférence, il parle beaucoup d'enseignement explicite. Bon, puis bon, ça, on y adhère ou on y adhère pas, là. Lui, il va le vendre à qui veut l'entendre. Puis c'est très intéressant, mais ça met l'enseignant au cœur de l'acte, puis de cette influence qu'il a sur le groupe ou sur l'élève. C'est là que j'ai eu le déclic de dire, hey, je pense qu'on ne réalise pas le pouvoir comme enseignant, comme concierge, comme secrétaire, comme directeur, comme peu importe membre, parce que ça s'appelle l'effet enseignant, mais si on va sur mon blog, c'est bien écrit le pouvoir sous-estimé des enseignants, mais de tous ceux qui travaillent dans une école. C'est parce que je ne confie pas juste ça aux enseignants, là, c'est pas Non, non, c'est l'affaire d'une l'âge équipe. des enseignants. Oui, Tout à fait. oui, Peu importe le rôle qu'on joue. Donc, c'est là que mes yeux se sont ouverts, je vais dire ça comme ça. oui. Puis depuis ce temps-là, je m'intéresse à ça, où j'analyse les situations, puis j'écris là-dessus parce que ben, l'exercice d'écriture, tu sais, je disais d'entrée de jeu que je suis un TDAH, là, sans diagnostic, Ouais. mais Un ça me permet autodiagnostic. Oui, c'est ça. On est rendu là, tu sais, Ah à ouais. presque 50 ans, Ah après ouais. des centaines, des milliers d'élèves, puis je suis capable de faire ma petite analyse. Ouais. Tu sais, ça me permet, l'exercice d'écriture, ça me permet de me centrer, puis d'analyser, chose que je fais rarement parce que je suis dans l'action. Moi, je suis un hyperactif, là, c'est ça. Donc, tu sais, ça, de lire, puis d'écrire même, tu sais, crayon, papier, des Ouais, fois, ouais. là, dans un premier temps, là, Ouais. ça me centre, puis ça me fait analyser. Et ça, l'effet enseignant, pour moi, c'est une mine. C'est une mine d'or de petits exemples, puis de preuves que, ben, en éducation, c'est incroyable la portée qu'on a. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Surtout quand on a conscience qu'on l'a et aussi de comment ça se manifeste. Tu sais, je me dis, quand tu comprends ta pratique, pas juste qui tu es, mais quand tu comprends ton effet, que tu peux mettre des mots là-dessus et que tu es capable de le reproduire, le sentiment d'efficacité. Et, tu sais, mon DG peut me donner n'importe quelle liste de classe, là, puis je me dis, il n'y en a pas de problème. Je suis équipé, tu sais. Quand tu sens ça, tu te dis, waouh, c'est tellement une belle profession. Puis c'est tellement important qu'on s'en parle entre collègues de notre pratique, justement pour ça. C'est tellement complexe d'avoir cet effet-là. Donc, on ne peut pas le faire tout seul, ça non plus. Puis le réseau, le travail d'équipe, tout ce qui s'appelle collaboration entre collègues, là, l'ouverture, c'est tellement important pour continuer Tout à fait. d'évoluer. Puis tu sais, là, on parle des côtés positifs, Ouais, ouais. mais moi, j'ai toujours en tête aussi que quand on confie des élèves à des enseignants Ouais. ou à n'importe qui dans une école, c'est un, c'est un privilège ou c'est une grande responsabilité. Ça l'est. Tu sais, la ligne est mince entre que ça va aller bien ou ça va aller mal. Puis, tu sais, ce pouvoir-là, il faut en prendre soin. Là. Il ne faut pas l'utiliser de toutes les façons là, parce qu'on pourrait faire, c'est plate à dire, là, ou dit comme ça a l'air un peu machiavélique, là, mais on pourrait faire n'importe quoi à des enfants là, quand on est en position euh, ben, d'influence, d'autorité, appelons ça comme on veut, là, quand on est enseignant. Là, puis, Ouais. tu sais, on en a des exemples des fois dans les journaux là, de choses plates qui se passent. Là. Fait que c'est ça, c'est une grande responsabilité. Moi, le pouvoir de l'effet enseignant, là, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Là. Ouais. Puis je pense il faut avoir conscience de ça quand on travaille en éducation.
Absolument, absolument. Moi, je dis souvent quand on parle de leadership avec les gens, puis de l'importance de parler de sa pratique, c'est on compense en temps ce qu'on n'a pas en compétence. C'est bien dit. Tu sais, l'effet enseignant à AT dirait, tu sais, une année d'apprentissage en 4e année, c'est quoi? Ben, si je place mon enfant dans telle salle de classe, il va apprendre à telle vitesse. Si je le mets dans une autre salle de classe, il va apprendre à une autre vitesse. Puis c'est pas le programme qui est différent, c'est l'adulte qui est là. Puis c'est pas le fun, cet énoncé-là, quand on n'a pas un gros effet présentement, mais c'est nécessaire parce que c'est la réalité. Puis je pense qu'une des grandes responsabilités en leadership, c'est de l'accueillir, cette réalité-là, puis de dire, OK, maintenant, mon pouvoir d'action, où est-ce qu'il se situe? Puis qui peut m'aider, qui doit être impliqué? Puis on y va ensemble, tu sais, parce que c'est clair, là. On compense en temps ce qu'on n'a pas en compétences. Oui, c'est bon, ça. Je la retiens. Ouais. Ça me permet de mettre le copyright, Marius Bourgeois. Oui, mais écoute, ça, c'est inspiré de Jim Rohn. J'écoutais des vieilles vidéos de Jim Rohn qui étaient dans le domaine je pense que c'est de la vente des produits genre comme Herbalife. Puis lui, il dit « You make up in numbers what you lack in skills » au niveau des appels du cold calling, tu sais, appeler des gens, voulez-vous acheter ça? Il dit quand tu es talentueux, ben 7 sur 10 vont te dire oui. Puis quand tu n'es pas talentueux, il y en a 1 sur 10 qui va te dire oui. Fait que si tu veux atteindre tes cibles, il faut juste que tu fasses plus d'appels parce que tu n'as pas le même impact que celui qui est chevronné. Mais en éducation, c'est la même chose, tu sais. J'ai comme fait la transition. J'ai interprété en éducation, puis je me dis, dans mon vécu, c'est-tu vrai? Mon Dieu que c'est vrai, en tout cas, dans ce que moi j'ai vécu. Oui. Donc... oui, absolument. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, ton blog? Je veux dire, ça t'amène à réfléchir. Moi, je serais curieux parce que j'écris moi aussi. C'est quoi ton processus? Tu sais, qu'est-ce qui doit se passer avant que tu finisses par publier un billet? Tu sais, comment tu gardes des notes? OK. C'est une bonne question. Ton processus d'écriture, il ressemble à quoi? Tu sais, s'il y en avait un, là. Ben, c'est ça, j'allais dire. Toi, tu as l'air bien organisé, Marius, plus que moi. Écoute, moi, c'est un flash des fois qui me passe. Mais oui, dans mon téléphone, j'ai dans la section notes, je me mets des petits mots ou des petites phrases ou des références à des articles, puis je me dis, ben ça, faut pas que j'oublie ça. Donc, à un moment donné, ça reste là, puis j'ai un flash, puis je fais le lien avec ce que j'ai déjà écrit ou déjà lu. Ou je suis pas... je suis pas très rigoureux dans mon processus parce que je veux pas me prendre au sérieux non plus. Ouais. Moi, j'écris ça, tu sais, j'ai parti ça durant le temps des fêtes il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Tu sais, moi, je te l'ai dit, je me répète, je suis TDAH. Puis, je vais rajouter une couche avec impulsivité. Donc, moi, je me suis inscrit à mon DESS là, pendant que j'étais en arrêt de travail parce que j'ai dû m'absenter à l'automne. Imagine-toi que j'ai eu la COVID. Pour vrai, hein? Alors, ouais. Comment tu as vécu ça? Relativement bien, je te dirais. J'ai été épargné côté symptômes. Là, j'ai eu des maux de tête, genre de grosse sinusite, mais je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus. Non, je comprends. Mais c'est parce que on se protège de ça présentement, mais je ne sais pas jusqu'à quel point les gens ont la chance de parler à la chance, ça fait drôle à dire, de parler à quelqu'un qui l'a eu puis qui c'est correct, tu sais, fait que... tu parles à quelqu'un que c'est correct, là. Tant mieux, je suis content. Puis, tu sais, j'étais le premier dans mon école à prôner toutes les mesures, puis à rappeler les mesures, puis à faire le maximum. Puis, garde, c'est là qu'on se rend compte comment c'est très vicieux comme virus. Puis, bon, anyway. Tu parlais d'impulsivité, puis tu as choisi ton DESS. Pendant ce temps-là, j'étais en télétravail. J'étais de la maison, évidemment. J'étais isolé. Puis, comme je disais, j'étais assez bien pour travailler. Là. Bon, je faisais pas des grosses journées là, parce que, honnêtement, ça rentre dedans, mais dans mon cas, pas tant que ça. Mais là, la note dans mon téléphone était toujours là. Puis, j'ai dit, hey,
je vais aller lire un peu, voir le programme, puis les dates d'inscription, puis tout ça pour la prochaine session, la session d'hiver 21. Puis c'est là que je me suis inscrit. Alors ça, c'est pour donner un exemple j'ai eu un flash, j'avais du temps, je me suis renseigné, paf, je passais à l'action. Le blog, c'est la même chose. Pendant un temps des fêtes, c'est une belle preuve qu'on travaille tout le temps, là, même si on est en vacances. Là. À ceux qui pensent qu'en éducation, les 2 mois d'été, on ne fait rien, là, que tu sois prof, directeur, éducateur, tu penses toujours à des projets, tu penses toujours à qu'est-ce que je pourrais faire de mieux l'année prochaine. Je n'ai pas dit de plus, j'ai dit de mieux. Donc, c'est ça. Durant le temps des fêtes, j'ai dit, j'étais sur Twitter depuis 2013, puis je voyais beaucoup de gens qui écrivaient. Joël en est un, t'en es un. Puis je me disais, moi, puis humblement, j'ai une belle plume. Oui, t'écris très bien. T'écris très bien. Ben bon. Ben ça, c'est ma mère, ça, hein, qui. Tu sais, je parlais de mes parents là, qui m'ont donné des bonnes valeurs. Là. Donc, qu'est-ce que je dis? Ah oui, je me suis. Je me suis dit, il faudrait que j'aille voir ça, créer un blog, un site web, un blog. Puis WordPress, je ne veux pas faire de pub, là, mais c'est super facile. En 3-4 clics, j'avais créé. Je me suis trouvé un titre parce que ça faisait longtemps que depuis ma rencontre avec le professeur Bissonnette, je l'avais dans la tête. Puis, j'ai dit, tiens, je vais centrer mes idées dans ça. Je vais me dédier à un sujet. Bon, parfois, je gère un peu là, sur d'autres sujets ou des sujets connexes. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est un flash. Tu sais, moi, je te disais, je ne suis pas très rigoureux. En même temps, je n'ai pas le goût d'être rigoureux. Je n'ai pas le goût de me prendre au sérieux. Je fais ça dans ma job, tu sais, tous les jours, d'être rigoureux puis d'être sérieux. Là, mon blog, c'est un à côté. Puis, le plaisir pour moi est important. Là, autant au travail que dans mes loisirs puis dans ma vie. Là, on est rendu à un âge où j'ai plus. En tout cas, j'ai très peu de preuves à faire. Là, je pense que c'est François Yvon dans un de tes podcasts qui disait c'est ça. Là, la liste, là, on en a fait des crochets. Là, j'en ai fait des preuves. Là, je sais ce que je vaux, puis c'est pas de la pas de la vantardise ou c'est pas du pétage de bretelles là, ce matin, mais il reste que, à bientôt 50 ans, là, j'ai besoin de penser à moi puis d'avoir du plaisir. Si j'ai pas de plaisir dans ce que je fais, regarde mon blog, là, je prendrai pas de temps pour écrire. C'est ça. Ben, c'est très généreux de ta part de prendre ce temps-là. Moi, mon processus n'est pas très rigoureux. C'est que j'ai des notes, je le sais que je vais écrire. J'écris d'abord pour apprendre. J'écris parce que dans la vie, je suis amené à communiquer beaucoup. Puis quand on me pose une question, il faut que je mette de l'ordre dans mes idées. Puis ça m'aide à faire ça. Puis je me suis rendu compte qu'en le faisant, ça pouvait peut-être contribuer dans certains milieux aussi. Fait que moi, je prends des petites notes. À un moment donné, comme toi, j'ai un flash. Mais ce que je me suis toujours promis, c'est que quand je m'assois pour écrire un billet, je le publie ce matin-là. Comme ça, je me donne pas d'ouvrage pour une semaine, puis revenir, puis rechanger. Tu sais, c'est pas des publications ministérielles, là. Ce matin, je pense ça, je suis rendu là, publié, puis après qu'il est publié, là, je vais le relire, puis je corrige s'il y a des coquilles. Puis souvent, il y en a, puis je les corrige. Il y a des gens qui m'écrivent « Hey, Marius, telle phrase. Ah oui, OK, je vais aller voir. » J'écris pour apprendre, puis j'écris avec l'idée que c'est temporaire. C'est comme un long tweet, tu sais, c'est temporaire. Je suis rendu là, puis c'est vraiment de même que je le prends. Tout à fait, c'est ça. C'était l'idée des billets. Ouais. C'est pas un article, puis non. C'est pas un livre. C'est pas une vérité, là. Ah, tout à fait, là. Ouais. C'est l'inspiration du moment. C'est ça. C'est ça. Oui. Bien, écoute, avec ce véhicule-là, tu approches de la cinquantaine, tu as vu plusieurs gens qui ont un effet, qu'ils soient directement en classe ou en appui à ce qui se passe en classe. Qu'est-ce que tu recherches, toi, ou qu'est-ce que tu pourrais dire qui sont des caractéristiques importantes, on pourrait dire, d'un leader ou d'une personne qui a un effet positif dans son milieu? Y a-t-il des choses qui ressortent ou que tu recherches, toi, personnellement, parce que tu dis, hey, ça a été important dans ma vie, là, fait que je recherche ça? Oui. Oui, effectivement. L'authenticité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Là. OK. Tu sais,
je veux quelqu'un de vrai. Pas un discours avant des valeurs, mais les valeurs qui soutiennent un discours. Ça, pour moi, puis ça paraît tout de suite, hein, ça. On a un pif, c'est facile à détecter. Ouais. Quelqu'un qui a une vision, puis qui est capable de la communiquer. La communication, là, dans nos jobs, c'est 85% des journées du temps, autant écrite que orale. Donc, d'avoir une vision, de la partager de façon adéquate, habilement, là, par une communication. Et je te dirais de la cohérence. OK, ouais. Ça aussi, tu sais, authentique, visionnaire, mais cohérent. Parce que quelqu'un qui dit puis qui fait pas, moi, j'ai retenu. Tiens, je vais te la passer, celle-là, là, tu pourras mettre mon copyright. Quand t'es pas cru, t'es cuit. OK, ouais. OK? Ouais, Tu comprends? Ouais, c'est bon, ça. Quand t'es pas cru, t'es cuit. Oui. Ça, c'était Fernand Lefebvre, si je me rappelle bien, à la commission scolaire. C'était le directeur des services éducatifs dans le temps. J'ai retenu ça. Tu sais, la cohérence. Les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Ouais. Si tu dis des choses et que tu ne suis pas, quand tu n'es pas cru, tu es cuit, les gens vont te laisser tomber, ne te suivront pas, ne seront pas derrière toi. Ça, comme leader, c'est la même chose avec les élèves. Hein? Ouais. Si tu annonces quelque chose puis tu le fais pas, ils ont beau avoir 5 ans en maternelle, et boy, ils vont s'en souvenir le lendemain. Puis quand tu vas le redire, ben, tu vas être cuit parce que ça ne marchera pas. Là. Non. Alors, petit, grand, enfant, adulte, pour moi, c'est super important. Un leader devrait être authentique, avoir une bonne vision, la communiquer, puis être cohérent. Puis je prétends pas que j'ai tout ça en passant. Là, hein. On aspire à devenir. On aspire à devenir, on aspire à tout ça. On travaille fort. Ben écoute, je pense que si on est honnête, puis avec soi-même, là, c'est que peut-être qu'on a une vision claire de qui on est en train de devenir comme personne, mais il y a toujours un écart entre ce qu'on sait puis ce qu'on fait. La cohérence est toujours un petit peu à court de la vision. Là, donc, puis on travaille fort avec l'équipe école pour le faire aussi. Dans le fond, on veut que la culture vienne souligner nos mots. Là. Ce qu'on se dit qu'on veut faire, est-ce qu'on le vit? Oui. Absolument. Hey, avec tout ce qu'on vit là, l'effet enseignant, je veux dire, ça a des impacts. Là. L'effet se manifeste peut-être différemment. Il y a un effet pandémie sur l'effet enseignant, on s'entend. Comment peut se manifester l'effet enseignant présentement? C'est quoi les gros c'est quoi les gros possibles présentement, là, avec ce que tu observes? Oui, c'est une bonne question. Je serais tenté. J'ai eu un printemps difficile parce que tu l'entends, tu le sens, tu le lis. L'effet enseignant, pour moi, c'est drôlement important. C'est la raison d'être du personnel qui travaille dans une école. Je me répète, là, c'est pas juste l'effet enseignant des enseignants. Là, les concierges ont un impact sur certains enfants, la secrétaire. J'ai eu un printemps difficile parce que je voyais pas comment on allait y arriver là, à garder cet effet-là à distance. Mais j'ai vu des belles choses. J'ai des enseignantes qui ont trouvé une façon de faire. C'est niaiseux, là. Juste prendre des petits sous-groupes ou prendre des élèves un à un, leur donner des petits rendez-vous, faire venir des invités. J'ai un vendredi après-midi, moi, une prof de deuxième m'a demandé, elle avait annoncé à son groupe qu'il allait avoir un invité surprise. Puis on s'était arrangé, puis je suis arrivé, paf, dans la conférence, puis là, les élèves avaient le droit de poser des questions. Puis, il y a moyen de faire quelque chose, mais honnêtement, moi, je trouve ça très, très difficile. Moi, je suis au primaire, là, je suis directeur d'une école primaire. Ouais. Mon grand est au cégep, mon plus jeune est au secondaire.
je les vois aller, une journée sur deux ou 100% à distance. J'ai commencé un cours à distance, puis que j'aimerais donc ça être en salle de classe avec le prof devant moi pour répondre à ces questions. C'est pas... c'est pas naturel. Ouais. J'ai beaucoup de misère. Moi, je suis content d'être au primaire. On les a à temps plein. Ouais. Puis tant mieux, le temps que ça dure. Je pense pas que personne en enseignement, en éducation au sens large, là, fait le choix d'intégrer cette profession-là ou ce monde professionnel-là pour faire ça à distance. Il Ouais. n'y a personne qui a décidé d'aller en enseignement pour enseigner devant une caméra. Mm-hmm. C'est des gens de relations humaines, c'est des gens qui se nourrissent de ces relations humaines-là. J'en suis un, là. Ouais. Moi, tout le printemps, j'allais à l'école quand même, là, même si l'école était fermée. Là, j'avais besoin, puis j'avais besoin d'entendre ou de voir, mais j'entendais rien. Puis des fois, je me disais, My God, c'était peurant. C'était peurant une école sans bruit. L'école pas Ça me d'enfants. faisait... Ouais. ça me faisait mal au cœur. C'est quelque chose, là. Ouais. Donc, est-ce que... Bon, là, je veux pas être rabat-joie ou je veux pas éteindre quoi que ce soit, là, mais la pandémie, vivement la fin de ça, là. Ouais. Vivement le retour à la normale. Puis, bon, cela dit, on a... La vie est ainsi faite, là. On a des expériences. Il faut transformer les contraintes en opportunités. On peut toutes les sortir, là, les phrases, Ouais. pour se minder positivement. Mais ça nous rappelle peut-être ce qui est le plus important. Parce qu'il faut se souvenir du discours qu'on avait en éducation avant la pandémie qui était « faut réinventer le système là, », puis il faut transformer un peu ce qui se passe. Puis la pandémie nous rappelle ce que tu es en train de décrire, que l'enseignement, c'est d'abord entrer en relation, savoir qui est devant nous, puis de comprendre l'impact qu'on est en train d'avoir sur eux. C'est là que ça se passe. T'sais. Mais pendant que tu parlais, j'ai eu un flash. À la rentrée cette année, on a accueilli un conférencier, Frédéric Dion. Je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, tu iras voir ça. C'est un explorateur. OK. C'est entre autres le premier et le seul, je pense, qui a traversé l'Antarctique en ski de fond. OK. Wow. En 2014. En ski de fond. Oui. Wow. En ski de fond tracté, tu sais, avec une voile. Là, OK. En tout cas, il a fait plein d'aventures. C'est un aventurier, le gars, chic type. Mais il nous a parlé de sa dernière expédition et il a ramené la vie à 3 choses. Puis la vie, c'est ses expéditions, mais c'est aussi l'école, la pandémie. C'est 3 choses, 3 mots-clés que moi, maintenant, j'ai adopté comme modus operandi, si je veux, là, si on veut. Là. OK. Interdépendance. Donc, on est tous liés. La collaboration à travers ça est très importante. Créativité. En expédition, si tu n'es pas créatif puis que tu t'arrêtes à chaque fois que tu as une épreuve sans essayer de la contourner puis penser autrement, tu es cuit. Ouais. Puis de nos jours, en pleine pandémie, c'est la même chose. Ouais. La créativité est super importante. Tu sais, je parlais de mon prof de deuxième là, qui a fait autrement puis qui s'est reviré là, pour dire ben, OK, je vais enseigner d'une autre façon ou je vais passer par un autre canal. Et persévérance. Oui. Persévérance, c'est ça. Si tu te décourages devant la moindre épreuve, ben, ça finit pas ton expédition, puis c'est plate, là, mais tu vivras pas non plus longtemps. Là. Non, en Antarctique, interdépendance. En Antarctique, t'es pas cuit, t'es gelé. Tu restes là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ça, je l'ai dit d'ailleurs récemment, là, la pandémie a eu beaucoup d'effets négatifs, là, puis je t'en parlais il n'y a pas si longtemps, là, puis tu sais, je trouve, moi, je le prends dur, là, mais il y a tout un autre volet qui a amené des éléments positifs
qui vont durer à travers le temps puis qui vont nous permettre de se servir de ça comme un tremplin pour les prochaines années en éducation. Moi, interdépendance, la collaboration, là, c'est fou comment cette année, à l'intérieur de mon école, mais récemment, entre écoles, tu sais, dans le privé, le réseau des écoles privées, oui, on a une belle entente, puis on fait partie d'une fédération, mais il reste qu'on est parfois des compétiteurs. Et là, la pandémie nous a rapprochés. On vient de vivre une journée, nous, lundi dernier, une formation à distance avec 3 écoles. Alors, pour moi, c'est du jamais vu. On n'aurait même pas imaginé ça il y a quelques années. Alors ça va rester. Ouais. La créativité, les profs, le personnel au sens large a dû puiser dans ses ressources pour se réinventer. Là. Je sais que on n'est plus capable de l'entendre, celle-là, mais il reste que c'est ça. Là, puis ça va rester, ça, cette créativité-là. Puis la persévérance, ben ça, on a toute la vie pour la travailler, là, mais c'est un autre beau côté positif à la pandémie. Alors oui, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a des éléments positifs. Là, il faut se l'admettre, puis tant mieux, là, parce que on ne serait pas passé à travers. Absolument. S'il y a une chose qu'on apprend dans tout ça, c'est qu'on est fait pour être persévérant. Je veux dire, on est là pour en parler. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de la part de tes élèves à travers tout ça? À travers tout ça, la pandémie, tu fais référence à ça? Oui, on parle beaucoup des adultes, on parle beaucoup du système, on parle beaucoup de tout ce que nous, on vit, puis tout ce que ça nous demande. Mais à l'autre bout de l'écran, là, il y a ces jeunes-là, puis la famille. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus là-dedans? Ben, je ne serais pas très original, là. Je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est comment ils sont résilients. Ouais. Peut-être qu'on y est pour beaucoup, là, sans le savoir, là, à brûle-pourpoint, là, en réfléchissant, on a tellement bien fait ça, là, puis c'est pas moi ou l'école Saint-Joseph, c'est le système scolaire, l'éducation. On a tellement bien fait ça, on s'est tellement reviré sur un dixaine, puis on a tellement amoindri les effets négatifs que, pour eux, oui, c'était un changement, mais ils ont suivi là-dedans. Puis, il faut dire que les enfants de nos jours, le numérique, ça fait partie de leur vie, là. Mais la relation, ils l'ont trouvé quand même à travers l'écran. Donc, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis, ils ont suivi là-dedans. Et oui, il y en a qui sont éprouvés. Là. Moi, je me répète, j'étais au primaire. Là, les enfants du primaire sont en présentiel depuis le mois de septembre au Québec. Avec quelques petits épisodes, là. Mais au secondaire, c'est autre chose. Là, puis on sait qu'il y a beaucoup, actuellement, il y a beaucoup de cas d'anxiété et de dépression, tout ça. Mais de façon générale, la résilience, moi, ça m'impressionne. Là. Les enfants, ils mettent un masque là, au Québec depuis le mois de janvier. Là, tous les élèves doivent porter le masque dans les transitions, les espaces communs. En 5e, le 3e cycle doivent le porter même en classe. OK. Quand on a eu la nouvelle, c'était donc terrible. Puis comment ils vont faire? Puis, moi, le matin, je suis à la porte d'entrée là, pour saluer les élèves puis accueillir toutes les familles. Puis, ils mettent le masque, ils déposent leur sac, mettent le masque, ils rentrent à l'école. C'est une routine. C'est intégré. Ils sont rentrés là-dedans. Ah oui, ils sont impressionnants comment ils... des fois, on s'en fait plus qu'eux, ils s'en font. Puis ça, on devrait apprendre de ça. Prendre ça avec un grain de sel. Ouais. On devrait retourner en enfance quelquefois. Ça nous ferait du bien. En tant que DG, quel est le plus grand ajustement que ça t'a demandé pour accompagner ton personnel dans tout ça? On s'est reviré sur un scène, tu as une façon tu es quelqu'un qui connecte, tu as besoin d'être sur place, le contact humain, ça te manque, ça se sent. C'est sûr que ça a eu un impact sur la façon ou les outils que tu avais à ta disposition pour exprimer ton leadership. C'est quoi un grand ajustement là, que tu as dû apporter?
Ben, clairement, les communications fréquentes, la fréquence des communications. OK. Il y a été un temps, je te dirais, le premier mois, si c'est pas un mois et demi, où à tous les soirs, je dis les soirs, là, mettons 6-7 heures là, après la journée, j'envoyais un message qui. Bon, je reprenais des nouvelles de la journée là, parce que les premières semaines, là, c'était l'enfer. Là. À tous les jours, on avait des rebondissements. Là. Il y avait quelque chose à écrire à tous les jours. J'essayais de tourner ça positivement, puis je les tenais au courant. T'sais. Pour moi, ça, c'était primordial. Où est-ce qu'on s'en va? T'sais, personne ne le savait. Là. Ils nous avaient dit 2 semaines, mais écoute, nous, à Montréal, on n'est pas revenus de l'année. Là. Mais non. Donc, la communication, autant avec le personnel, qui était quotidienne pendant 5-6 semaines facilement. Puis après ça, bon, ça s'était espacé un peu, mais il reste que j'ai jamais écrit autant dans, dans des journées de travail, autant pour les parents que le personnel. Ta plume t'a bien servi? Oui, puis... je me dis... Oui, non, puis j'en parlais l'été passé avec des collègues qui sont dans le domaine de l'éducation, puis écoute, on aurait pu penser que l'école était fermée, là, il n'y avait pas un chat dans l'école, puis les profs travaillaient à distance. Mais moi, comme directeur, on aurait pu dire, ben, tu faisais quoi? Il n'y avait rien à faire. Écoute, on n'a jamais travaillé comme ça. Là. J'aurais eu moins de travail si la vie avait continué comme d'habitude. C'était incroyable. Donc, ben, c'est ça. La communication, c'est le gros ajustement, là, je te dirais, qui a été nécessaire, mais on a fait des visioconférences, oui, avec la gang, là, mais tu sais, bon, il y avait... L'écran n'était pas assez grand pour tous les petits carrés, là, quand tu as 80 membres du personnel, des fois, ça rentre où ils sont gros comme ça, là. Fait que c'était plus, on a séparé ça par équipe, puis j'ai 2 directrices de secteur, moi, qui ont chacune leurs équipes selon les niveaux. Ils voyaient les gens hebdomadairement. Puis après ça, ben, nous, on se faisait des rencontres. On a eu des cellules de crise avec le conseil d'administration. Beaucoup, beaucoup de communication écrite, virtuelle, en visioconférence. Mais c'est comme dans n'importe quelle crise, la communication, c'est la clé. Là. Ah oui, absolument. Surcommuniquer, amener de la clarté, rassurer. Ouais. Exact. Ah oui, parce que les gens vivent ça. Ben oui, je comprends ça. Hey, c'est vraiment le fun d'apprendre à te connaître. Oui, rassurer. T'as dit le bon mot, effectivement. Comment rassurer quand on n'est même pas rassuré nous-mêmes? Ça, c'est un art. Faut que tu fasses comme le capitaine du bateau là, qui est dans une tempête, là, puis le vent, t'as le vent en face, puis tu dis non, tout est beau. Rassurez-vous, là, tout est beau. J'ai la situation bien en main. Oui. ça va bien aller. C'est ça. Ah oui, on l'a dit, hein, ça va bien aller. Hey, c'est de toute beauté d'apprendre à te connaître. C'est le fun. C'est le fun. J'aime ça, t'entendre parler de ton école. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien. Je te lance un mot, une expression. Tu l'as attendu? Ouais, t'es-tu game? Oui, go! Je te lance un mot, puis tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Si je te parle, par exemple, de un moment marquant dans ta carrière. Ben, écoute, je te dirais que c'est le passage au privé comme directeur d'école. OK. J'ai été... là, c'est un mot, hein? Ben, c'est passage au privé. En un tweet. Ouais. en un tweet, 104... on est rendu à combien de caractères? Là? C'est 240. 240, OK. C'est ça? Ou 280? 280, c'est à double. OK. Ben, écoute, le passage au privé comme directeur, ça m'a permis de libérer mon leadership, l'agilité puis l'autonomie qu'on a toujours voulu avoir comme quand on devient directeur d'école. Pas qu'à la commission scolaire, on n'était pas capable de l'exercer, là, j'étais pas capable de...
Mais il reste que le cadre est différent. OK. Malheureusement ou heureusement, là, selon qu'on regarde ça d'une façon ou de l'autre, là, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu passer l'opportunité, j'ai pas hésité très longtemps, puis je regrette pas du tout. Pour moi, ça m'a amené plus loin dans ma carrière, dans ma réflexion professionnelle, dans mon déploiement professionnel. Ça, c'est un élément marquant. C'est plus que 280 caractères. C'est extraordinaire. Ça t'a amené de l'autonomie. Écoute, c'est le mot-clé quand on parle de système privé, c'est l'autonomie. Là, oui. OK. Collègues au pluriel. Richesse. Richesse, complémentarité. Moi, j'ai jamais cru qu'une seule personne pouvait tout faire. Donc, je suis arrivé dans un milieu, il y avait déjà une équipe de direction. L'équipe a évolué par différentes circonstances. Là, un départ vers une autre école pour une retraite pour l'autre. Alors, j'ai pu constituer une équipe qui, actuellement, l'équipe de direction, est tout à fait complémentaire et en accord avec ma vision des choses. C'est la même chose au niveau des enseignants. Quand on fait l'affectation, je dis tout le temps, nous, ce qu'on vise, c'est le meilleur joueur dans le meilleur poste. Là. Ouais. Vous êtes tous des bons joueurs, mais nous, on va faire le match là, entre la place qui est libre et le profil de tel prof puis tel autre prof. On veut les meilleurs aux meilleurs endroits. Là. C'est comme n'importe quel coach de hockey là, qui fait ses trios. Puis, c'est... Positionner le talent. Tout à fait. Travail d'équipe, c'est ça. C'est complémentaire, c'est enrichissant. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Hey boy. C'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est la première directrice que j'ai eue quand j'ai été adjoint, quand j'ai commencé à la direction. J'ai été directeur adjoint dans une école primaire. Écoute, ça, je vais faire une parenthèse, OK, Marius? C'est plus que 280 caractères. Il n'y a rien là. Moi, je suis passé comme prof d'un collège privé au secondaire à directeur adjoint dans une école primaire dans un milieu hyper défavorisé. Mais quand je dis hyper défavorisé, là, c'est tout ce qui va avec. Là. C'est la criminalité, c'est les allophones, c'est des classes d'accueil, de francisation. Je suis passé d'une extrême à l'autre. OK? Puis quand je suis arrivé là, j'étais tout frais à la direction. J'avais mon DESS en poche depuis une couple d'années, mais tu sais, c'est comme en éducation. Oui, on a un bac en enseignement, mais tant que tu n'as pas mis les pieds dans une classe... C'est pas le bac qui fait la job, là. Exact. Fait que j'ai appris que et la directrice adjointe, qui était ma collègue directe, là, avait parié que je t'offrais pas jusqu'à l'Halloween. Ils ont dit, c'est qui ça qui s'en vient? Parce qu'ils avaient vu ma feuille de route. Puis, tu sais, bon. Alors, mais cette directrice-là, au-delà de la gageure initiale, funny, là, c'est ça. Puis, c'était plus une blague que d'autres choses, mais elle prenait sa retraite à très court terme, puis elle avait dans sa tête de laisser le maximum de responsabilités, de pouvoir et de décision à ses deux directeurs adjoints, là, une directrice et un directeur qui était moi. Et Rachel, qu'elle s'appelait, revenait continuellement en me disant « Fais-toi confiance ». Tu sais, parce que j'allais la voir, je voulais valider, je voulais pas prendre une décision tout seul. Je n'étais pas capable d'assumer toute cette autonomie-là, puis... Elle me disait, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Elle n'arrêtait pas de me dire ça, tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, coudonc, je vais prendre la décision, puis je n'irai pas la voir. Puis après ça, je verrai ce qui arrive. Puis si elle me dit, t'aurais dû, je vais lui dire, c'est parce que ça fait 100 fois que tu me dis, fais-toi confiance. Non, là, tu dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça, c'est le plus beau conseil. Ça nous oblige à se responsabiliser, puis à s'analyser, puis à intérioriser certaines choses, au lieu de toujours être à la remorque. Et je pense que ça a été un tremplin. J'ai fait 2 ans comme directeur adjoint, puis après ça, j'ai été nommé à la direction d'une école pour une autre commission scolaire, là, près de chez moi.
je me suis rapproché en faisant le concours, mais puis le DG m'avait dit, ben, écoute, avec les 2 années que tu viens de faire là, parce que c'était vraiment, écoute, c'était un milieu très formateur. Tu étais en apprentissage, oui. Oui. Ouais. Fantastique. Quand tu entends le mot leadership, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Leadership, pour moi, c'est l'influence. Ben, c'est un pouvoir, le leadership. Puis, tu sais, un pouvoir, là, on s'entend, là, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, là. Mais c'est l'effet enseignant, c'est une preuve tangible du leadership. Ça fait que c'est l'influence qu'on a à transformer une situation, à transformer des gens. Un prof transforme des élèves. Tu sais, oui, il leur enseigne, il leur donne des connaissances, ils font développer des compétences, mais il transforme des gens. C'est ça l'effet enseignant. Tu sais pas ce que chaque parole que tu dis, chaque geste que tu poses, tu sais pas l'effet à long terme. Tu sais, on sème des graines, puis ça, c'est du leadership, ça. Ben, moi, je fais ma part pour le transformer, puis ben, le reste va suivre. Tu sais, Serge Goyette dirait on peut changer la vie de quelqu'un en une phrase. C'est absolument. En un mot même, je dirais. Moi, je raccourcirais ça. Positivement puis négativement. Tu sais, je parlais tantôt de. Bon, mais mettons que moi, je reste positif dans ça, là, évidemment, mais c'est ça, c'est puissant. Là. C'est un outil, c'est un pouvoir. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est un pouvoir. Tout le monde est un leader. Tout le monde est un leader, ça veut dire que tout le monde amène quelqu'un quelque part. L'idée, c'est est-ce que c'est positif ou on amène les gens, tu sais? On a tous ce pouvoir d'action-là, d'influence, absolument. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureux? Frédéric Brazeau est heureux quand il se passe quoi? Ben, quand quelque chose dure au-delà de la simple décision qu'on a prise ou de la transformation qu'on a faite ou de la décision. Tu sais, c'est. En tant que leader, tu veux pas relier les réalisations à ta personne. Ouais. Tu sais, c'est une école, c'est une équipe. Moi, je commence toujours mes courriels par bonjour à toute l'équipe. Tu sais, pour moi, toute l'équipe, quand je prends le groupe, tout le personnel dans les groupes de courriels, c'est parce que c'est une affaire d'équipe. Alors, oui, ça prend un leader, ça prend un directeur, ça prend une équipe de direction. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est quand quelque chose dure dans le temps. Tu sais, je vais donner un exemple. On a créé un programme 2 ans après mon arrivée à l'école, un programme en association avec une autre école. Puis, ben, en date d'aujourd'hui, c'est la 6e année qui se termine. Puis, on n'a jamais eu autant d'inscriptions là, cette année pour l'an prochain. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça me remplit. Là, je trouve ça valorisant. Puis, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce qu'on a fait quelque chose. Puis, c'est quelque chose qui va durer, là, indépendamment de qui va être là. Puis, fait que ça, ouais. Wow. Wow, certain. On arrive déjà à la conclusion de notre entretien. Puis ça, on se projette un peu dans l'avenir. Tu regardes l'éducation aller, tu sais, fort de ton vécu, puis de tout ce qu'on vit présentement. À quoi ça pourrait ressembler? Les 10 prochaines années, on met l'accent sur quoi dans l'après, là? Qu'est-ce qui compte? Ben, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Puis Frédéric Dion, les 3 mots-clés. OK. Interdépendance, créativité, persévérance. Oui. Je pense que ça traverse les époques. Oui. Là, on est dans une époque plate, là, avec la pandémie. On a hâte d'en finir, mais indépendamment de ce qui nous attend au bout de ça, moi, ça m'a vraiment marqué, cette conférence-là. Je la recommande. Il y a un livre de cette conférence-là là, qui s'appelle « Survivre ». C'est puissant là, quand tu t'arrêtes 2 secondes puis tu te dis, ouais, dans le fond, tu sais, que ce soit lui, dans le cadre de ses expéditions,
ce soit moi comme prof, moi comme directeur, moi comme père. Interdépendance, on est connectés, on est une famille, puis on est des voisins, puis on est des. Moi, je suis un oncle, je suis. On peut pas vivre ça tout seul. Là. Tout est connecté. Créativité, comme parent, on a plein d'occasions là, où il faut trouver des solutions à certains problèmes, peu importe la nature. Là. C'est pour ça que je dis que ça soit X, Y, Z, contexte ou rôle, ces trois mots-là, moi, je les relie à tout. À tout. Et en éducation, 10 prochaines années, 20 prochaines années, ça va toujours être là. Oui, il va s'ajouter des choses. Là. Développement technologique, on ne sait pas ce que ça nous réserve, l'intelligence artificielle, tout ça. Bon. Mais à la base, une école va rester une école dans ma tête, puis les trois mots-clés, ils vont être là. Ah oui, absolument. J'adore ça. J'aime beaucoup ça. Le livre Survivre, on pourra peut-être mettre un lien vers ça dans la description de l'épisode. Mm-hmm. Si tu avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Je ne veux pas citer Serge Goyette parce que là, tu l'as fait, mais je pense que ça c'est le message avec l'effet enseignant. Là, chaque geste, chaque mot est important. Puis j'ai envie de dire, une journée où ça ne file pas, là, toi, là, personnellement, là, si tu penses que tu ne peux pas venir faire une différence à l'école, peu importe le travail que tu exerces, prends congé. Il y en a des journées pour ça. Puis parce que c'est trop important, le rôle qu'on a à jouer vis-à-vis ces enfants-là. C'est trop puissant le pouvoir qu'on te confie pour mal l'utiliser ou l'utiliser d'une mauvaise façon. Mal l'utiliser d'une mauvaise façon, c'est pas mal synonyme, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans le fond, c'est que c'est tellement important le rôle qu'on nous confie que notre première responsabilité, c'est de prendre soin de nous pour être capable de le jouer. T'sais. Exact. C'est le principe du masque à oxygène dans un avion. Là. Si tu veux aider les enfants ou les plus jeunes, commence par le mettre le tien parce que puis ça me rappelle les principes. Moi, je fais de la plongée sous-marine, puis la première affaire qu'ils t'apprennent, c'est ça te prend un bon plan, une planification. Tu ne plonges pas les yeux fermés, là, puis c'est par là qu'on s'en va. Ça te prend un body, tout le temps, quelqu'un qui est avec toi. Même si ça fait 50 ans que tu fais de la plongée, que tu en as fait à travers le monde, tu ne plonges jamais tout seul. En enseignement, en éducation, je parlais d'interdépendance, de collaboration, c'est essentiel. Même si tu es tout seul dans ta classe, il y a toujours du monde autour de toi. Là, c'est ça, il y a une responsabilité, il y a une préparation. Puis, en plongée, si tu arrives devant un problème, là, première affaire qu'ils disent, c'est que tu t'arrêtes. Tu ne continues pas à forcer ou d'essayer de faire 56 manœuvres. Tu t'arrêtes, tu respires. Hein, c'est parce qu'en dessous de l'eau, c'est la deuxième chose à faire après avoir arrêté. Là. Arrête, respire, réfléchis. Pense-y 2 secondes là, OK, je devrais faire quoi? Puis après ça, réagis ou agis. Là. En éducation, le leadership puis l'effet enseignant, c'est un peu tout ça. Là. Ça se confond. Là. Je lance plein d'idées là, en pêle-mêle, mais tu comprends où je m'en vais. Moi, c'est prenons soin de nous, puis respirons là, parce qu'il y a trop à faire avec les gens qu'on nous confie, puis c'est trop important, ceux qui sont devant nous. Absolument. Tu nous rappelles que tout ce qu'on fait, ça compte. Même s'il y a des journées où on ne se rend pas compte qu'on a un impact, ce qu'on fait, ça compte, ça reste. Puis c'est important de demeurer conscient de ça, puis de ne pas le faire tout seul. Oui, vraiment. Exact. Ouais. Dernière question pour toi, mon cher. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on souhaite à Frédéric Brazeau pour qu'il soit capable de continuer à avoir son effet? Là? Qu'est-ce qu'on souhaite? Évidemment, là,
On a-tu hâte que la pandémie se termine ou qu'on passe à d'autres choses, là, les vaccins, bon. Je ne sais pas ce qui nous attend, là, puis combien de temps ça va durer, mais chose certaine, tu sais, j'en parlais aussi encore tantôt, là, le plus important, à mon avis, c'est le plaisir. Tu sais. Si tu n'as pas de fun, tu n'es pas à la bonne place ou fais autrement parce que c'est long. C'est long une vie, c'est long une carrière quand tu n'as pas de fun. Donc, qu'est-ce qu'on me souhaite? Moi, j'espère avoir encore du fun longtemps. Moi, cette année, on a mis plein de choses sur la glace. Là. J'ai dit à l'équipe, on va se protéger. C'est un marathon. Ouais. C'est un marathon, faut jauger nos réservoirs d'énergie, puis d'essence, puis de tout ce que tu veux. Il faut se protéger. Faut se protéger. Fait qu'on a mis des choses volontairement sur la glace. Il y a des gens qui ont questionné ça, puis qui étaient même choqués à la limite. Comment ça que là, le projet éducatif, puis comment ça que... Ben, on y reviendra, là. C'est pas grave, là. Pour l'instant, on s'occupe de nous, on s'occupe des élèves, on va à l'essentiel. On a du fun quand même, là. Le plaisir est là. Puis les années prochaines, on reprendra ça là où on a laissé, puis on ira plus loin. Mais je sais qu'il y a plein de choses qui nous attendent parce qu'on en a mis plein de choses sur la glace. Ouais. Fait que la table est mise. Je sais ce qui nous attend, puis je sais qu'on va avoir du fun. Donc, le plaisir pour moi, c'est si on a ça, le reste va bien aller. Là. Fait que souhaitons ça pour tout le monde. Ah, c'est fantastique. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, mon cher Frédéric. Merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi ce matin. C'est plaisir partagé, Marius. Puis, longue vie à votre blog et votre podcast. Puis, en tout cas, moi, j'ai une rentrée à préparer là, l'année prochaine. Je parlais de Frédéric Dion, je parlais du prof Bissonnette. Je t'avais de parler de Marius Bourgeois puis de Stéphane Hunter. Yes, on est là. On va s'en reparler. C'est bon. C'était Frédéric Brazeau à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.